Bonsoir, connaissez-vous le nom de la première compagnie aérienne en Europe avec plus de passagers que Lufthansa? C'est une Irlandaise née il y a une trentaine d'années. C'est bien sûr Ryanair, traversé et secoué par une mini-révolution. La direction pour qui le mot syndicat était un peu un gros mot, se met à les reconnaître alors que les pilotes allaient lancer la première grève de leur histoire, là, à quelques jours de Noël. Mieux, la direction va discuter avec eux et pourquoi pas leur accorder une hausse de salaire. Oups, alors là, c'est la fin du monde pour l'Irlandaise, qui est un peu la porte-drapeau des compagnies low cost. Tiens, justement, est-ce que c'est un accro justement au modèle low cost? Est-ce que Ryanair va devoir rentrer dans le rang? Voici les décodeurs de l'écho. L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. Avec des décodeurs de l'écho passionnants, experts, comme tous les soirs. Tenez, Gilles Gompers est avec nous. Gilles Gompers, le directeur général d'Avico, qui est le premier affréteur français. Avec nous, Muriel Cagna-Fisseux, directrice générale de Stella Partners, spécialisée dans la compétitivité, dans l'excellence client. Jean-Louis Barou, fondateur de l'APG World Connect, APG qui est un peu le représentant de compagnies aériennes françaises et étrangères, et qui sort, transport aérien, ces vérités que l'on vous cache. Emmanuel Combe, économiste spécialiste du low cost aérien. Et puis avec nous également Nicolas Brumelot, président de Mr Fly, qui est un comparateur de vol. Alors, oui, vent contraire pour Ryanair, ce que vit la compagnie est complètement unique. On va le rappeler, Michael O'Leary, son fondateur, son directeur général plutôt, son directeur général depuis maintenant une bonne vingtaine d'années, il s'était jusqu'à présent totalement opposé à toute représentation syndicale. Il y a eu cet appel à la grève lancé dans 6 pays qui représentent 80% du trafic, Portugal, Espagne, Italie, Allemagne, Grande-Bretagne, Irlande. Et puis surprise, dans chaque pays, la direction s'est mise à tendre la main aux syndicats de pilotes, acceptant de les reconnaître pour la première fois, de les recevoir, donc y compris les représentants des PNC. Suspension du mouvement. C'est un séisme ce qui se passe chez Ryanair, Gilles Gompers, ça? Moi, je dirais que c'est la conséquence naturelle d'une situation sur le marché de l'emploi des pilotes. Il y a eu un excédent de nombre de pilotes par rapport à la demande des compagnies aériennes depuis maintenant de nombreuses années, qui a été notamment renforcé par la crise. Et là, cet excédent s'est résorbé. Et aujourd'hui, on est face à une tension sur le marché des pilotes. Donc, effectivement, le pilote est une personne qui est demandée, qui a le droit de choisir, qui a le droit d'exprimer son avis. Ils sont en position de force, c'est ce que vous dites? Absolument, absolument. C'est-à-dire effectivement, on en cherche, et ça, au-delà de Ryanair, dans toutes les compagnies. Tout à fait. Et là, les baby-boomers partent à la retraite. Absolument, le balancier est reparti dans l'autre sens. Ryanair l'avait envoyé très loin d'un côté. Il repart effectivement avec beaucoup de force dans l'autre sens. Et on verra justement quelles conséquences. Les pilotes, ils demandent de meilleures conditions de travail, de rémunération, ils demandent d'être tous recrutés dans les contrats relevant du droit du pays, justement, où ils sont basés, ce qui est loin d'être le cas actuellement. Emmanuel Combe, qu'est-ce que ça traduit, ces tensions, ces revirements de la direction de Ryanair? Ça montre, comme l'a dit Gilles, que Ryanair n'a pas le choix. Face à la pénurie de pilotes, elle va s'adapter. Mais attention de ne pas crier à la fin du modèle. Je pense qu'on en est quand même très loin. Un petit chiffre pour nos auditeurs, le coût au siège kilomètre de Ryanair, c'est 3 à 4 centimes. EasyJet, on est à 5 ou 6 centimes. Et les high cost, les compagnies historiques, on est à 10, 11 centimes. Ouais. Il y a de la marge. Donc, même si Ryanair doit absorber un choc salarial, je ne pense pas que ça remette fondamentalement en cause le modèle qui, quand même, depuis 30 ans, est le plus rentable, qu'on l'aime ou non, en Europe. On y reviendra justement sur ce modèle low cost en général et le modèle Ryanair en particulier. On reste toujours quand même sur ce revirement de la direction. Muriel Cagna-Fisseux, c'était un peu une fierté pour Ryanair de refuser ce dialogue, de mettre les syndicats de côté, plutôt discuter avec des comités locaux de représentation du personnel, qui étaient clairement affiliés à la direction, pour beaucoup. Je pense que c'est pas une question de fierté, je pense que c'est surtout une question de pragmatisme. En évitant ce genre de dialogue social et en pratiquant des conditions salariales assez peu favorables aux pilotes, Ryanair joue simplement la carte de la compétitivité prix.
et la carte aussi de l'agilité dans son organisation interne et dans la gestion de ses ressources humaines. Donc c'était plus par pragmatisme et par intelligence économique finalement que par fierté. Nicolas Brumelot, pour eux, un syndicat, c'était nécessairement un complot ourdi par la concurrence. On l'a vu, on l'a entendu ça justement. Alors on l'a entendu, mais chez Ryanair, il y a aussi la communication a toujours été en rupture avec tout. Donc je pense que Ryanair, un peu provoque, quoi, c'est ça. Oui, c'est très provoque. Ryanair a beaucoup joué là-dessus, et moi je suis d'accord. Je pense pas que ça remette fondamentalement en cause le modèle, qui repose quand même sur des temps de rotation, et ça pour les pilotes, ça va rien changer objectivement. Sur le fait que le personnel, mais c'est le personnel qui est multifonction, mais surtout le personnel de cabine, le personnel commercial qui est multifonction, et les pilotes, eux, restent des pilotes, et on ne demande pas de pousser l'avion, etc. Et puis aussi sur un modèle d'avion unique. Donc ces modèles-là, qui sont comme les grands fondamentaux de low cost, vont perdurer. Ouais, Jean-Louis Barou, fondateur de APG, on est sur une mini-révolution quand même quand on voit ce qui se passe chez Ryanair? Non, on est sur une évolution. La mini-révolution, ça serait trop dire. Évolution naturelle, je dirais. Un petit peu nouvelle quand même. Hein, oui, mais voilà une compagnie qui a une trentaine d'années, comme vous l'avez signalé. Au bout d'un certain temps, tout le monde prend un peu d'embonpoint, tout le monde prend un peu de contraintes, et puis il arrive à Ryanair, ce qui est arrivé à nombre d'autres compagnies aériennes. Tout cela est normal. Ce qui a été signalé par Gilles est tout à fait également réel. C'est la pénurie de pilotes. Donc devant une pénurie de pilotes, on discute. C'est tout bête, sinon on met les avions par terre. Les pilotes, et puis aussi la nouveauté de la journée, c'est qu'ils vont aussi discuter avec les syndicats de PNC, les hôtesses et les stewards. Hein. Il y a une logique. On commence par les pilotes, après on va au PNC, et après on va au personnel au sol. Donc on peut dire, il y a une logique. Alors Muriel Cagney-Fisseux et Emmanuel Combe qui revient, oui, allez-y. Oui, c'est vrai que c'est une évolution dans leur modèle. Ce qui risque de se produire à l'intérieur de l'entreprise, c'est une révolution dans la gestion des ressources humaines et en termes de management. Là, à mon avis, ça risque d'être beaucoup plus marqué. De quel ordre, racontez? Eh bien, c'est pas la même chose de gérer des ressources de manière hyper fluide comme on peut le faire avec des gens qui ne sont pas sous contrat ou sous contrat très ponctuel, et avoir des salariés qui s'inscrivent dans des conditions de contrat spécifiques beaucoup plus rigides qu'autrefois. Donc c'est pas une révolution du modèle, c'est une évolution effectivement. En revanche, en interne, ça risque d'être un peu plus compliqué. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que le statut des pilotes, quand on voit juste l'Irlande, par exemple, la majorité des pilotes qui opèrent pour Ryanair ne sont pas directement employés par Ryanair. Absolument. Il y a beaucoup de... Alors, entrepreneurs, je ne sais pas comment ça fonctionne là-bas, le système irlandais, mais voilà, c'est l'équivalent. Tout à fait. Il y a beaucoup de compagnies qui recourent à ce type d'auto-entrepreneurs pour piloter leurs appareils. Alors, pas autant. Et ça faisait vraiment partie de leur modèle, pour le coup. Emmanuel Combe. Je ne crois pas que ce modèle-là soit remis en cause. En tout cas, ce qui est intéressant chez Ryanair, c'est qu'ils attendent chaque fois que le modèle arrive à sa limite réglementaire pour évoluer. Rappelez-vous ce qui s'est passé sur le droit du travail avec est-ce que je suis un personnel irlandais, un personnel français. Décision de la Cour de justice de l'Union européenne, septembre 2017. Ryanair va devoir s'adapter. Elle n'est jamais dans le côté proactif comme l'a été EasyJet. Hein. Elle attend le dernier moment, mais force est de constater qu'elle va la faire, la mutation. Hein. Et l'impact sur le coût, ne le surestimons pas. Hein. Dans l'écart de coût avec un high cost, l'écart de coût lié vraiment au poste pilote, c'est de l'ordre de 10%. Donc, quel impact quand vous disiez vous rajoutez 10% à 3 ou 4 centimes. Et d'ailleurs, le marché financier a fait baisser le cours de Ryanair d'à peu près 10%, comme s'il avait finalement anticipé le véritable coût de cette choc. Perdu 15% donc en un mois donc sur le cours Ryanair, donc côté évidemment long. Oui, simplement voilà, je réagis à ce que disait Gilles Gompers. Et puis là où on peut relativiser aussi, c'est que cette pénurie de pilotes, on la voit de manière extrêmement sensible chez Ryanair. Elle existe dans toutes les compagnies et chaque compagnie est aujourd'hui sur des négociations avec les pilotes qui sont plutôt à la hausse. Donc effectivement, on a un effet très visible chez Ryanair, mais le différentiel de coût va pas être aussi intense parce que les autres compagnies remontent également. Oui, ce que disait Emmanuel Combe quand même, j'ai l'impression que c'est juste, c'est-à-dire qu'ils font ça un petit peu acculé, donc Ryanair, ils font ça de façon contrainte et forcée, parce que finalement c'est aussi la suite de ce que vous disiez, donc la remise en question par la Cour de justice européenne de ce système permettant à Ryanair quelque part d'imposer un contrat de travail irlandais ou britannique à un pilote portugais, espagnol, italien. Oui, Jean-Louis Barou. Ils ont le couteau sous la gorge, Ryanair. Oui, mais je ne connais aucune compagnie qui discute spontanément avec ses syndicats sans y être forcé. Vous prenez, que ce soit les Legacy Airlines, que ce soit les low cost, tout le monde se retrouve à un moment donné devant la nécessité de discuter lorsqu'il y a un conflit qu'on veut éviter.
Regardez le cas d'Air France, regardez le cas de Lufthansa bien sûr. l'année dernière. Lufthansa avec des méga grèves, là, pour absolument. le coup, là, Donc, tous les on avions. n'avait jamais vu une grève chez Lufthansa, tout d'un coup on a vu ça, et puis la compagnie s'est mise à discuter. Ça fait mal. Voilà. Comme tout le monde. Donc ce qui se passe chez Ryanair, on va dire, c'est jamais que l'aspect usuel des relations chez un transporteur. Et elle a toute une grande compagnie, finalement, voilà, elle est confrontée au même travers, quelque part, les pilotes font grève, hop, on est obligé de négocier, discuter. Oui, pardon, qui prend... Muriel. Alors, Muriel, allez-y, Muriel. Je vais juste prolonger ce qui a été dit à l'instant. Certes, il y a cette décision de la Cour de justice, mais en fait, Ryanair s'y préparait depuis longtemps, puisque ça fait bien longtemps que la Commission européenne dénonce ces pratiques finalement déloyales qui consistent à utiliser des statuts qui sont extrêmement favorables par rapport à d'autres. Oui, avec des arrêts quand même contradictoires. Je rappelle que la Cour de Bergame, en 2016, avait reconnu le droit à Ryanair de domicilier ses pilotes, pourtant italiens, sur des contrats irlandais. Donc la jurisprudence était floue. Oui. Ryanair a toujours joué sur les ambiguïtés de l'Union européenne. Regardez pour les subventions aéroportuaires qui ne sont pas interdites, il faut le répéter. C'est pas interdit d'être subventionné. La question, c'est une question de proportion. Ryanair a aussi toujours joué sur les flous. Au fond, Ryanair tire parti du fait que l'Europe n'existe pas vraiment comme un terrain de jeu unique. Et on pourra reparler aussi tout à l'heure d'autres grosses compagnies internationales qui font parler d'elles, les Uber et autres, qui savent aussi jouer sur le flou des réglementations locales. On y reviendra, parce que là, évidemment, moi je ferai la comparaison tout à l'heure entre Ryanair, les pilotes, les statuts, et puis peut-être les chauffeurs de Uber. Juste un mot, Michael O'Leary quand même. Michael O'Leary, personnage truculent, un peu provocateur quelque part. Oui, Nicolas Brumelot, la provocation de la communication de Ryanair, elle passe aussi beaucoup par le côté un peu fantasque de O'Leary. Vous êtes le président de Mr Fly. Qu'est-ce qui cède dans l'histoire aujourd'hui? C'est O'Leary ou c'est le conseil d'administration qui veut pas d'histoire, donc à quelques jours de Noël? Je pense que c'est beaucoup, comme toujours chez Michael O'Leary, de la com gratuite finalement. Ça me rappelle les lancements d'EasyJet très, très provocateurs dans la communication, qui a permis de faire parler, c'est le début des années 90 quand même, et Ryanair pareil, de faire parler de la compagnie aérienne sans avoir des placards ou placarder comme on le voit sur le lancement de June. Je veux dire, il y a une dépense marketing colossale, et Michael O'Leary aujourd'hui a réussi à faire parler de Ryanair. C'est un peu comme Trump pendant l'élection finalement. Il a réussi à faire parler de Ryanair sans investir un centime d'euros. Donc ce qui va consentir aux pilotes, mais Air France devra les consentir aussi, puisqu'il y a une pénurie de pilotes. Donc finalement, on va garder cet écart de prix, comme c'était signalé, de coût sur les pilotes par rapport aux autres compagnies aériennes. Donc ça sera pour moi un non-événement, à part que Ryanair aujourd'hui est bien installé dans l'esprit de tout le monde. Ça lui fait mal à Michael O'Leary, personnellement, de discuter avec les syndicats? Non, c'est de la posture. Effectivement, comme le disait Nicolas, il a toujours été dans la provocation, il a toujours été dans les fake news, il a toujours été dans les zones grises. Il est une fois de plus, une fois de moins, il n'en est pas à ça près. Il va dire blanc aujourd'hui, il dira jaune demain, il dira vert après-demain, ça ne le dérange pas. Mais il a encore la main, à votre avis? Bien sûr, tout à fait. Il est toujours effectivement, d'une part aux commandes, et d'autre part en train de faire beaucoup de bruit avec sa bouche, sans dépenser de budget publicité. Emmanuel Combe. Par contre, on va peut-être en reparler. Ryanair est confronté à un problème qui va être majeur, stratégique, c'est la question de la taille. Il va bien falloir aller un jour sur les grands aéroports. Et ça, on en parlera peut-être, parce que si vous allez sur des grandes plateformes, il faut payer des taxes aéroportuaires. Et là, ça change tout. Ça, c'est le vrai sujet, à mon avis, aujourd'hui. Et demain, pour Ryanair, c'est comment je gère un modèle ultra low cost à Beauvais. Et si un jour je viens à Roissy, comment je gère ce côté un peu bicéphale? Et ça, c'est un vrai challenge. On ne peut pas mettre 500 avions. Je vous rappelle, Ryanair a pour ambition 500 appareils en 2020, si je ne dis pas de bêtises. Ils en sont déjà 400. Comment, où je les mets? Et je dois à un moment aller sur des grands aéroports avec de la bonne fréquence pour aller chercher de la clientèle business. Tout juste, et on en reparlera bien sûr tout à l'heure. On voit comment le modèle a déjà évolué chez les low cost avec des compagnies qui se posent en effet sur les gros aéroports. EasyJet est très présent à Charles de Gaulle, à Orly, bien entendu. Il y a Marseille aussi, voilà, autre gros aéroport. On en parlera. Oui, allez-y, Muriel Cagnafisseux. Juste un élément supplémentaire sur les aspects de coût et de modèle de production. Il y a la partie fiscalité aussi qui risque d'évoluer au niveau européen dans les années qui viennent. Vous voulez dire quoi? C'est-à-dire que par exemple les Irlandais, comment les taux se resserrent? On a vu par exemple avec Apple là ces dernières heures, ces derniers jours. Absolument. On ne peut pas continuer à demander aux GAFA de payer des impôts et au sein de l'Union européenne avoir de telles distorsions de concurrence liées à la fiscalité. Gilles Gompert, Savico.
Davico. Ryanair est allé chercher toutes les zones grises, effectivement, pour aller tirer sur les coûts. C'est faisable quand vous êtes effectivement une petite entité sur le marché. Quand vous devenez un des premiers transporteurs européens, vous ne pouvez plus passer entre les gouttes. À chaque fois que Ryanair va chercher une zone grise, quelqu'un va donner un coup de projecteur. C'est vrai sur la fiscalité, c'est vrai sur le personnel, et on va le retrouver sur l'ensemble des zones. Ryanair va garder cette même niaque, ce même pragmatisme, mais effectivement, il va être obligé sur un certain nombre d'éléments de rentrer dans le rang parce qu'il a une taille qui lui permet plus effectivement d'aller se glisser dans toutes les zones grises. Alors Ryanair est-elle contrainte de rentrer dans le rang? C'est la question qu'on pose ce soir justement. Allez-y. Et de même Auriel. que les pilotes et le personnel navigant ne sont plus prêts à accepter certaines conditions, il y a aussi le consommateur, le voyageur qui n'est plus prêt à accepter certains contextes sociaux ou fiscaux. Ouais, c'est-à-dire que c'est contre-productif, c'est une contre-pub justement de savoir Ça que va le cette devenir de compagnie, plus en plus. elle joue en permanence, avec les conditions sociales des pilotes, des Regardez hôtesses, l'évolution de etc. l'opinion publique par rapport au GAFA. C'est exactement la même chose. J'aimerais vous croire, Muriel, il n'en demeure pas moins que le taux de remplissage des avions Ryanair, c'est 94%. Donc à la fin, la morale, c'est bien, mais pardon, c'est regrettable ce que je dis, mais le consommateur, il y a un type de client qui ne regarde que le prix. Il est même prêt à sacrifier les horaires de Ryanair, c'est pas toujours génial, et la fréquence. Donc ce client-là, il existera toujours. La question pour Ryanair, c'est est-ce que je vais chercher d'autres clients? Et c'est pas que des businessmen, ça peut être des bobos qui ont de l'argent, ce qu'on appelle les visiting friends and relatives. Là, c'est plus compliqué. Mais ce client-là, pardon Muriel, je crois qu'il existe. L'étudiant, le billet à 30-40 euros, c'est les tarifs Ryanair. Il est prêt à aller à Beauvais et se lever à 6 h du matin. C'est la Mais est-ce priorité. que c'est cette clientèle-là qui continuera à le faire vivre? Les deux, il a besoin des deux. En tout Pour cas, un modèle diversifié. je donnais je l'expliquais tout à l'heure, c'est la première compagnie en Europe, 117 millions de passagers, donc devant Lufthansa. Jean-Louis Barou, APG, vous me faites signe. Oui, je pense que Ryanair va continuer dans son modèle existant, qui lui a parfaitement réussi. Il n'y a pas de raison qu'il ne continue pas. Et puis, le développement de Ryanair, parce qu'on voit qu'on est un petit peu en limite là, des possibilités du modèle actuel, ça va être vers les grands aéroports. Ce qu'il faut voir, c'est que Ryanair n'est pas une low cost. C'est un modèle unique, Ryanair. Alors expliquez-nous. Le modèle low cost, on va dire, c'est le modèle qui a été construit par Southwest aux 71. États-Unis et qui a été copié en Europe par EasyJet. Voilà. EasyJet, c'est un modèle qui est performant. Avec un seul type de machine, en effet, par exemple, pour Ryanair, ils ont des Boeing 737, pour EasyJet, ce sont des 320. Simplement, comme le disait Gilles, Ryanair a été dans toutes les zones grises. Là où n'ont pas été ni EasyJet, ni Southwest, ni les autres low cost. Et donc, le modèle spécifique de Ryanair va progressivement, évidemment, évoluer vers un modèle low cost traditionnel. Jean-Louis Barou, on va rappeler quand même sur quoi repose le modèle low cost. Je vous redonne la parole juste après, pardon, Nicolas Brumelot. Mais en effet, un même type d'appareil, c'est beaucoup moins cher pour la maintenance, etc. Transavia, par exemple, n'a que des Boeing 737. Maximisation de l'utilisation du personnel, voire les PNC, par exemple, qui font le ménage, qui donnent un petit coup de propre, de neuf. Moins de temps passé en escale, on peut descendre jusqu'à 20 minutes, je crois, c'est les délais les plus bas, davantage de rotation, etc. Et puis toutes sortes de services payants, boissons à bord, le parking, la carte d'embarquement, le bagage, le truc, enfin ce que tout le monde connaît. Ça, c'est la base du modèle low cost. Oui, en quoi Ryanair est différent? Et le low cost, en plus, le modèle point à point, n'est pas un modèle avec un hub. Parce que le hub est consommateur d'exploitation. Et en quoi Ryanair est différent de ce modèle, alors, ou pas? Ryanair a été à ce modèle-là. Et puis en plus, il a rajouté le fait d'aller chercher dans les tout petits aéroports, d'aller socialement avec des auto-entrepreneurs, d'aller jusqu'au bout de ce système, ce que n'a pas fait EasyJet. Je comprends. Alors pardon, allez-y, Nicolas Brumelot et Emmanuel. Non, je pense que le problème de Ryanair, c'est un problème de croissance. Aujourd'hui, les compagnies aériennes low cost ont encore une croissance très élevée, 20% par an en moyenne sur les plus grandes compagnies aériennes. C'est quoi les parts de marché de le transport aérien? Alors, il n'y a pas de vrai chiffre parce que c'est 40 et 50%. Entre 30 et 50%. C'est très variable sur les pays, très variable. Chez nous, par exemple, il y a du relativement faible. Il y a du potentiel. C'est pour ça qu'EasyJet va ouvrir une quinzaine de lignes en 2018. Allez, oui, et puis après, c'est aussi, il a bien fallu aussi que les compagnies aériennes régulières qui ont souvent créé leur propre outil low cost, Transavia, au sein du groupe Air France, qui a été bridé par la compagnie aérienne pour des raisons qu'on connaît, sociales notamment, principalement. Est-ce que le modèle de Ryanair, ça va aller, c'est ça qui, moi, me préoccupe, en tout cas m'interpelle le plus, c'est est-ce qu'ils vont aller vers un modèle long courrier,
parce qu'aujourd'hui le low cost long courrier commence à émerger, à l'image notamment de Norwegian, hein, qui va bien prochainement, Paris-New York notamment. Voilà, et qui va prochainement dépasser Scandinavian, SAS en termes de compagnie aérienne scandinave. Où est-ce qu'ils vont aller vers les principales plateformes? Ou est-ce que pour faire du long courrier, ils pourraient dupliquer ce modèle? Mais là, il y a beaucoup d'interrogations sur le modèle économique, avec des temps de avec en tout cas des durées de vol qui sont beaucoup plus longues, où la performance économique, des économies de coûts qu'ils ont fait pourront pas se répercuter de la même manière. Où est-ce qu'ils vont aller vers ces principaux aéroports, où là, effectivement, il va y avoir un rapprochement de certaines structures de coûts. Alors oui, avant qu'on voit ce que va devenir Ryanair, on verra en quoi déjà ils sont peut-être un petit peu impactés avec un coup de canif peut-être sur leurs piliers sur lesquels ils reposaient en matière de low cost. Emmanuel Combe. Non, sur l'idée selon laquelle Ryanair va converger vers un modèle entre guillemets middle cost à l'EasyJet, il y aura toujours une différence entre EasyJet et Ryanair, c'est que Ryanair continuera à décoller des petits aéroports, donc des fees très faibles, etc. Et ça, c'est un avantage structurel qui résulte bien d'un choix de modèle et pas seulement d'une zone grise. Je suis pas en train de défendre Ryanair, je dis simplement ne réduisons pas Ryanair elle a exploité des zones grises et c'est pour ça qu'elle fait une marge de 20%. Non. Elle a exploité les zones grises, il faut le regretter. Oui, mais elle a aussi un modèle opérationnel très spécifique. Quand vous décollez de Beauvais, c'est pas pareil que décoller de Roissy. De Roissy, tout juste. En revanche, il n'y a rien qui se propage mieux qu'une bonne idée. Et c'est vrai que les bonnes idées qui ont été développées par les low cost, Southwest et les suivantes, ont été réappropriées par tout le monde. Et vous avez également des bonnes idées de compagnies traditionnelles qui sont reprises par des low cost, même comme Ryanair. Aujourd'hui, Ryanair qui veut être le feeder de grandes compagnies, justement en disant, nous on est capable de faire du court courrier moins cher que vous, donnez-nous votre court courrier pour alimenter votre long courrier. Donc on se retrouve dans un rapport très fusionnel avec les compagnies, chacune va apporter sa tonalité, mais quand vous voyez aujourd'hui, prenez la navette Air France et vous allez avoir les stewards qui vont passer avec le sac poubelle dans les allées pour proposer de prendre effectivement vos détritus. Hein, on la voit cette convergence. Et sur Joon, la nouvelle compagnie d'Air France, les PNC, je ne parle pas des pilotes, parce qu'ils vont jouer beaucoup sur le coût des PNC, on leur demande plus que ce qu'on demanderait à des PNC d'Air France, en effet, de retaper un peu les sièges, les journaux, etc. Voilà. Mais le modèle converge des deux côtés. Aujourd'hui, vous avez une offre pour les entreprises chez Ryanair aussi. Ouais, tout juste. Alors, allez-y. Qui, Emmanuel? Moi, je dirais qu'ils convergent en termes d'offres commerciales. Les low cost ont gagné la bataille commerciale. Je ne suis pas sûr qu'ils convergent en termes de coûts. Quand on regarde les coûts de Transavia, les coûts des filiales low cost des grands opérateurs, on n'est pas sur un modèle encore EasyJet. Donc, convergence commerciale, oui. Le bagage payant pour la classe éco, c'est devenu un standard. C'est les low cost qui ont imposé en réalité leur modèle économique. C'est ça, exactement. Jean-Louis Barou, APG. Je me souviens, en 1997-18, c'était au Carnegie Forum. Mike Conway, qui était le fondateur, le dirigeant de, non pas Southwest, America Western, est venu dire à la tribune, les low cost dicteront la loi aux compagnies traditionnelles. Et tous les gens qui étaient dans la salle, qui étaient des compagnies traditionnelles, l'ont traité de fou. Et puis c'est exactement ce qui s'est passé. Une petite remarque sur Transavia. Voilà une compagnie dite low cost qui ne l'est pas. Qui est bridée au nombre d'avions. Enfin, c'est quand même un petit peu incroyable d'être obligé de faire une nouvelle compagnie alors qu'on a Transavia pour augmenter le nombre d'avions parce que les pilotes ne veulent pas. Joon, c'est pareil aussi. C'est peut-être le signe d'un échec d'un dialogue social. Et puis, mais parce que les pilotes se sont arrogés le droit de limiter le nombre d'avions ou les routes qui sont à faire. C'est quand même formidable. C'est le soviet. C'est quand même, il faut voir. Bon, vous n'allez pas prendre un avion Air France, ils vont vous jeter les pilotes. Mais si, moi j'aime bien. Bien sûr, évidemment. Muriel Cagna-Fisseux à la tête de Stella Partners. Il y a une autre convergence qu'on peut évoquer, c'est celle de la qualité de service, où les low cost n'étaient pas forcément au niveau des compagnies majeures. Et aujourd'hui, quand on regarde les enquêtes de satisfaction, Ryanair ne fait pas partie des mieux cotés, puisque dans la dernière enquête Flight Report, ils sortent 11e. Donc c'est quand même parmi les compagnies low cost. Donc il y a vraiment une marge de progression. Et d'ailleurs, ils ont un programme qu'ils appellent Always Getting Better, AGB, justement pour aller vers plus de qualité de service et aussi renouveler les usages et développer l'innovation. C'est tout ce qui s'appelle la compétitivité hors coût et qui est un des leviers majeurs de différenciation des années à venir, puisque au niveau du prix et des coûts, on va assister à une convergence de plus en plus forte. Oui, c'est ça, il y a vraiment une convergence des modèles. On voit les grandes compagnies qui réduisent leurs coûts et puis en même temps, en face, on voit les low cost qui apportent davantage de services.
certaines cherchent à attirer les cadres, voire de la business également. Emmanuel Combes. C'est déjà le cas, hein. EasyJet est une compagnie business. Hein. Tout ce petit monde est en train de se mêler quelque part, comme oui et non, l'ancien monde et le nouveau monde. Oui et non, Ryanair va continuer pareil, à transporter des étudiants à 6 h du matin et va essayer d'aller sur le marché d'EasyJet, mais c'est compliqué d'aller sur le marché business. Hein. Le marché business, il faut de la fréquence. Le businessman, il veut pouvoir revenir l'après-midi à Toulouse à 14 h si son rendez-vous a été plus court. Il veut des bons horaires, il veut décoller à 7 h 30 et pas à 10 h. C'est compliqué, hein, adresser un marché business. Donc, pour moi, le vrai enjeu, c'est ça. C'est comment Ryanair va aller sur ce marché business. Quelle adresse déjà, hein. Elle est présente à Rome sur Fiumicino, elle est déjà présente dans des grandes capitales. Hein. Mais le jour où elle voudra adresser le marché business français, c'est pas tout à fait la même chose que d'aller à Beauvais. Encore un mot, puis on va se retrouver dans un instant. On verra justement en quoi ça consiste à un accro pour Ryanair. Pour le low cost en général, justement, les leçons à en tirer. Allez-y, Jean-Louis Barraud. Oui, juste pour rebondir sur ce que disait Emmanuel, il faut de la fréquence. Et les compagnies traditionnelles se défendent en raréfiant l'offre potentielle sur les aéroports. Dans le cas formidable d'Orly, c'est mon dada depuis des années. Orly peut acquérir 400 000 mouvements par an et bloqué à 250 000, juste pour éviter que les low cost s'y installent. Et le jour où les low cost s'y installent et où EasyJet ou Ryanair peuvent mettre 10 fréquences par jour sur du Paris-Milan, eh bien, ça va faire beaucoup de dégâts. Qui est-ce qui est, à votre avis, à l'initiative de ce blocage, d'empêcher Air France. C'est Air France. Point. Air France. Mais d'ailleurs, on aurait été à la place d'Air France. C'était au moment de Christian Blanc, au moment où la compagnie faisait un énorme effort de redressement. On aurait fait la même chose, on aurait essayé de bloquer l'affaire. Simplement, ça a été bloqué, c'était en 1997, un décret de Bernard Bosson. On est 20 ans après et on est resté là-dedans. Donc on a créé une raréfaction totalement artificielle de l'offre, au détriment d'ailleurs des populations, car je rappelle que Orly est géré par des quotas de mouvement, alors que Roissy est géré par des quotas de bruit. Autrement dit, on peut mettre n'importe quel appareil de n'importe quel bruit à Orly, ça fait un mouvement, point. D'accord, ça bouge pas. Emmanuel Combes. Pardon, je ne serais pas aussi extrême que Jean-Louis sur les causes, je pense qu'elles sont multiples, et c'est vrai que l'enjeu aujourd'hui pour une grande compagnie low cost, c'est d'atterrir à Orly. Hein. Orly, c'est formidable, c'est aux portes de Paris. Hein. Ouais, et puis c'est du point à point, alors que Roissy, c'est quand même compliqué. Il y a des plages de hub, priorité au vol transatlantique, etc. Donc c'est clair que le jour où il y a une compagnie qui fait faillite sur Orly, parce qu'il n'y a pas que Air France sur Orly, en effet, l'intérêt pour une compagnie comme EasyJet ou Ryanair, c'est de racheter les actifs. Capté tout de suite, et on verra justement comment EasyJet va s'installer de plus en plus donc, en France en 2018 avec une quinzaine de lignes. Oui, la France qui représente aussi un potentiel pour Ryanair. C'est Michael O'Leary qui le disait dans un instant. Bah oui, finalement, même qui reconnaissent les syndicats, c'est plus facile. À tout de suite. L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. Oui, les décodeurs de l'écho autour de cette révolution chez Ryanair, oui, qui se met à reconnaître les syndicats, même à discuter avec eux. On verra justement si ça ira jusqu'à accorder des augmentations de salaire aux pilotes. Les pilotes en position de force, oui, il y a de moins en moins de pilotes dans les compagnies, elles ont besoin de recruter. C'est la loi du plus offrant et les pilotes font monter les enchères. Bon, on en parle. Est-ce que Ryanair va être contraint de rentrer dans le rond? On en parle avec nos décodeurs de l'écho. Tiens, Jean-Louis Barraud, juste un mot, puisque vous publié, là, vous étiez venu à la librairie de l'Écho avec Emmanuel Le Gilles. Transport aérien, c'est vérité que l'on vous cache. Lesquels alors? C'est un livre que j'ai écrit au fil du temps. Il y a des chroniques qui datent de 2 ans à 3 ans. Et ça permet de voir l'évolution du transport aérien par petits bouts. Donc le lecteur qui veut bien, je lui conseille de commencer par la fin et d'aller à la table des matières et puis regarde petit à petit. Les droits d'auteur sont tous envoyés à l'association des enfants des rues du Vietnam. Bon, c'est très bien, c'est généreux. Voilà où vous révélez les stratégies des avionneurs, des aéroports. Alors oui, on parle de Ryanair. Est-ce que c'est un accro ou pas dans le modèle low cost? Tiens, déjà le low cost, est-ce que ça se fait toujours à moindre coût social? Emmanuel Combes, économiste spécialiste du low cost aérien, parce qu'ils ont quand même beaucoup joué, Ryanair. Bon, sont-ils les seuls là? Souvent, ça se fait au prix d'un rabais social, mais il n'y a pas de nécessité pour autant. Hein. Regardez Southwest Airlines, qui est quand même la première compagnie low cost au monde, avec 700 Boeing 737. Les conditions de travail sont réputées pour être très bonnes. Le turnover est quasiment nul. Les syndicats, le taux de syndicalisation, qui n'est pas un syndicat forcément maison, à vérifier, est extrêmement élevé. Donc, il n'y a pas de nécessité.
Force est de constater que souvent ils le font, mais ça n'est pas une obligation. Pourquoi? À nouveau, je le répète, parce que le low cost n'est pas fondamentalement rentable parce que les pilotes sont mal payés. C'est pas ça le secret du modèle. C'est, comme le disait Nicolas, c'est le demi-tour. Les petits aéroports, par exemple. Bien sûr. C'est les demi-tours rapides, les rotations beaucoup plus rapides. Muriel Cagna-Fisseux, directrice générale de Stella Partners, spécialisée dans la compétitivité, dans l'excellence client. Moi, je dirais même le contraire. Le sens du vent, c'est que la qualité des conditions sociales et la qualité managériale est un facteur de productivité. Donc le sens de l'histoire, c'est plutôt d'aller vers une amélioration de ces conditions sociales pour maintenir une bonne productivité au sein des organisations. Avec des salariés qui sont bien, justement, Exactement. chez eux, donc plus efficaces, plus rentables. Gilles Gompers, Oui, David. le plus souvent, oui. C'est vrai que le transport aérien, c'est quand même du service. On ne fait pas de service sans avoir effectivement un personnel qui a envie de rendre du service. C'est vrai que une fois encore, il y a eu quand même des témoignages, des récits dans certaines compagnies low cost, et notamment Ryanair. Mais Ryanair est un peu l'exception parce que cette ultra low cost, elle va toujours au taquet du taquet sur tous les sujets. Mais c'est vrai que Ryanair a été capable de se faire détester par les aéroports avec qui elle travaille, par les passagers qu'elle a maltraités, par les personnels qu'elle a maltraités, par les concurrents qu'elle insulte. C'est vrai que pour moi, Ryanair n'est pas l'exemple du low cost. L'image de Ryanair, elle est vraiment abîmée? Ou alors ils s'en foutent? Ils s'en foutent et ils s'en foutront tant qu'ils pourront le faire. Et c'est vrai qu'il y a un jour, ils sont obligés de s'arrêter. Aujourd'hui, ils sont obligés de reconnaître que ce sont les clients, effectivement, qui les font vivre. Ils sont obligés d'apporter un petit peu de considération aux clients. Mais c'est récent. Mais Ryanair a cette capacité à s'adapter, effectivement, à savoir d'où vient le vent, à s'aligner dans le vent et à être extrêmement pragmatique sur tous les sujets. Certaines compagnies quand même. Jean-Louis Il ne Barraud. faut pas oublier que le résultat de Ryanair cette année sera le double de celui du groupe Air France KLM. Oui, tout juste, avec un bénéfice après impôt d'entre 1,4 1,5 milliard d'euros. Oui, après impôt, tout juste, oui. Et encore, vous raisonnez en valeur absolue. Si on raisonne en pourcentage, on a des marges qui sont pas loin de celles de Louis Vuitton. Hein. On est proche de 20%. C'est le luxe, oui. Un peu paradoxal quand on parle de Ryanair. Quand même, Mr. Fly, Nicolas Brumelot avec nous. Certaines compagnies low cost ont senti quand même, malgré tout, qu'elles étaient allées un petit peu trop loin. Donc, c'est pour ça que certaines apportent plus de services, par exemple, plus d'options, plus d'espacement, etc. Il y a une remise en cause quand même de certaines compagnies low cost. Alors, je ne suis pas sûr que ça soit dans l'intérêt du passager que ces services additionnels ont été mis en place. Ils l'ont été pour trouver un modèle économique extrêmement rentable, hein, on en voit la preuve, et que les compagnies aériennes dites régulières ou les legacy carriers ont tout adopté. Finalement, ce désassemblage de ce qui était compris dans le prix du billet auparavant leur a surtout permettre, on le voit, hein, EasyJet, Ryanair, Southwest ont des magnifiques rentabilités quand on compare ça avec les grands acteurs traditionnels du secteur. Donc, ça part pas d'une volonté de faire du service, c'est juste un modèle économique hein, qu'ils ont extrêmement bien mis en place, et ils ont vraiment dépoussiéré le transport aérien. C'est vrai qu'on parle de Ryanair, mais je dirais qu'à leur décharge, ils ont démocratisé le voyage, ils l'ont rendu accessible. Pour nous, agences de voyage en ligne, ils ont amené les consommateurs, parce que c'était aussi le modèle de vente directe, vers le online, clairement. Ils ont éduqué les gens au début des années 90, les gens n'étaient pas encore sur Internet, donc ils ont amené les gens sur Internet, et aujourd'hui, s'il n'y avait que les compagnies dites régulières et qu'on était dans un marché encore extrêmement réglementé, où la concurrence n'était pas ouverte à tout le monde, on n'aurait pas les prix pour voyager qu'on trouve aujourd'hui. Ils ont imposé quelque part leur modèle aux autres, aux court courriers. Et qu'ils ont rendu accessible au plus grand nombre. Objectivement, il faut leur rendre ça. Ils ont permis la démocratisation du voyage, ils ont permis l'émergence d'acteurs comme nous, agences de voyage en ligne, parce qu'ils ont introduit un nouveau modèle, ils l'ont démocratisé, rendu accessible, créé des nouvelles lignes, etc. Et vous viendrez d'ailleurs en parler avec les professionnels de la PST, les professionnels du tourisme à Lille, mi-janvier justement, un événement auquel BFM Business est associé justement, voilà, je préfère le rappeler. Nicolas Brumelot, Mr. Fly, Jean-Louis Barraud, APG. Oui, et je dirais qu'ils ont dicté, les low cost ont dicté la loi aux compagnies traditionnelles. Point. Et les compagnies traditionnelles ont été amenées à utiliser leur business model, et en particulier sur le low cost, là on voit, sur le court courrier, on voit arriver maintenant une convergence entre les low cost et les compagnies traditionnelles pour un seul modèle qui sera un modèle un peu hybride. Allez-y, Gilles Gompers, parce que je voudrais savoir aussi ce qui va se passer sur le long courrier aussi. Hein. Mais juste avant d'y revenir, cette convergence, elle vient des deux côtés. Quand on voit aujourd'hui des compagnies low cost qui sont capables d'offrir des vols en correspondance ou qui sont capables d'offrir des programmes de fidélité client, on voit bien la convergence et chacun qui va chercher les bonnes idées. Chez les bonnes idées de l'autre. Emmanuel Combe. Je voudrais rebondir sur ce que disait Nicolas. Je crois qu'il y a une grande vertu du low cost, aérien ou pas, qui est quand même de donner un prix à tout. Le gratuit, ça n'existe pas en économie. Je vais le dire autrement. Un café tiède qu'on me dit offert, qui est en fait dans le prix du billet, est-ce que c'est mieux qu'un prix que j'ai
un café que j'ai vraiment payé 4 €, mais je suis en mesure de protester si le café est tiède. Donc il y a quand même une vertu. Déconstruire un produit, ça permet aussi de démasquer l'imposture consistant à packager. Et dans le package, il y a toujours un loup. Juste simplement, on va revenir sur Ryanair dans un instant. Moi, j'ai pas encore plein de questions. Moi, ça me passionne ce sujet. On parlait tout à l'heure, de la Cour de justice européenne qui a obligé Ryanair finalement d'imposer un contrat de travail local quelque part, non plus un contrat de travail irlandais ou britannique. Uber également doit requalifier ses contrats de chauffeurs. On a vu le cab aussi dans un cas bien particulier qui vient aussi de subir une déconvenue sur ce terrain. Ça veut dire quoi finalement ? Tout le monde est obligé de rentrer dans le rang, tous ces trublions qu'on a connus, dont on raconte les exploits sur BFM Business. Muriel Cagna-Fisseux, on peut faire le parallèle entre les deux ? Oui, je pense que le parallèle est tout à fait pertinent. C'est ce qu'on observe dans d'autres secteurs d'activité. Regardez ce qui se passe aussi dans la téléphonie. On est exactement sur les mêmes logiques. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai que ces offres low cost, et en particulier Ryanair, ont beaucoup éduqué le client. Mais le client les éduque aussi en considérant que c'est pas parce qu'il est sur un vol low cost qu'il ne doit pas avoir le même sourire et la même qualité d'accueil par le personnel navigant que sur un vol classique. Donc l'éducation et la pédagogie se font dans les deux sens. L'exemple Uber, Emmanuel Combe. Oui, il y a quand même une grande différence, c'est que Uber, me semble-t-il, peut être interdit. Il y a certaines villes qui ont fait le choix de l'interdire. Ryanair est une compagnie de droit européen, et donc c'est quand même des cadres réglementaires. Le risque sur Uber me semble beaucoup plus grand que le risque réglementaire qui pèse sur Ryanair, qui à terme respectera, comme tout le monde, la législation européenne, pour autant qu'elle soit claire. Ouais, c'est toujours pareil, avec ces zones grises dans lesquelles se sont engouffrées ces compagnies, notamment Ryanair. Nicolas Brumelot, Mr Fly. Oui, alors je veux dire qu'il y a une chose qu'on ne dit pas non plus, c'est que depuis le début, parce qu'ils ont révolutionné le modèle économique, ils ont tout chamboulé. En revanche, la sécurité, qui est la première promesse qu'on doit faire à un client qu'on transporte d'un point A vers un point B, n'a jamais été sous-coupée dans les compagnies. Voilà, et d'ailleurs, on voit bien les compagnies majeures comme Air France. Il y a un cadre européen qui est quand même extrêmement strict. Et d'ailleurs, quand on a l'expérience client à bord d'une compagnie low cost, je pense même plus intransigeant que sur les compagnies régulières en matière de sécurité. Les statistiques sont claires. Sur des compagnies comme EasyJet ou Ryanair, essayez de laisser un bagage dépassé du siège qui est devant vous. On ne vous laissera pas faire. Sur des compagnies majeures, je n'ai pas donné de nom pour ne pas me fâcher avec nos partenaires aériens, mais vous verrez que le personnel de cabine ne fait pas le même effort de contrôle à bord. Et d'ailleurs, sur Air France, ce qui m'a toujours interpellé, c'est qu'il y a du personnel. On sait expliquer aux passagers, on ne se met jamais à la place du passager. Le personnel avec la sécurité. Pourquoi tout le personnel à bord n'est pas qualifié pour la sécurité ? Chose qu'on ne fait pas sur les compagnies aériennes low cost. Tout le monde concourt à la sécurité, qui est quand même la première chose qu'attend le client. Une compétence supérieure qu'à d'autres, je ne sais pas, peut-être une compétence médicale, je ne sais pas. En plus, Emmanuel Combe. Comme le disait Nicolas, les compagnies low cost sont même surperforment le marché. La seule compagnie low cost qui n'ait jamais connu d'accident fatal aux États-Unis, c'est Southwest Airlines, 50 ans d'existence. Et en fait, la sécurité dépend pour l'essentiel de deux variables, l'âge des avions et des moteurs. Les low cost renouvellent leur flotte tous les 7 ans. Et puis la santé financière. Ouais, Ryanair contrainte de rentrer dans le rang quand même quand on voit deux piliers comme ça qui tombent. On y revient à l'arrivée des syndicats, à la fin du contrat de travail unique, justement. Ryanair pourrait-elle en souffrir si on touche au modèle où ils vont continuer de s'adapter, justement? C'est quoi la suite maintenant? C'est en effet conquérir de grands aéroports, aller sur Charles de Gaulle, aller sur Orly, aller sur Marseille, etc., comme le EasyJet. Gilles Gompert, ça. Oui, je crois que la suite naturelle, effectivement, c'est d'aller chercher les marchés qui ne sont pas encore à longueur de bras, les marchés business notamment, qui sont des marchés qui sont très intéressants pour tout le monde, sur lesquels les low cost sont arrivés plus tardivement et qu'elles vont chercher avec d'autant plus d'entrain. Quand on parlait de l'effet fréquence, vous avez toutes les compagnies low cost qui voient comment justement avoir des horaires qui sont aussi bien compatibles avec les hommes d'affaires qu'avec les voyageurs, effectivement, des plus bas tarifs, et tout le monde va sur ces marchés-là. C'est une opportunité quelque part, ce qui se passe là, le fait de reconnaître les syndicats. Je cite Michael O'Leary, c'était cet après-midi une déclaration à Reuters qui nous dit: la reconnaissance des syndicats de pilotes ouvre à Ryanair des opportunités d'établir de nouvelles bases en France et en Scandinavie. Voilà, il fait le bruit du violon, Gilles Gompert. Voilà. Des pays qui nous étaient auparavant fermés parce que nous estimions que cela nous obligera à reconnaître obligatoirement les syndicats. Il est malin toujours, Michael O'Leary, finalement, voilà, d'un mal peut naître un bien, finalement. Oui, maintenant qu'on reconnaît les syndicats, on est persona grata. C'est ce qu'on appelle les fake news dans d'autres milieux? Oui, par exemple. La France, quand même, on va rappeler, ils avaient été condamnés pour travail dissimulé à Marseille. Ils n'ont aucun navigant, ni aucun appareil basé en France. Muriel Cagna-Fisseux, oui, opportunité de développement en France pour Ryanair. Moi, je reconnais là le même sens du pragmatisme, tout simplement. On transforme la contrainte en opportunité, en bon businessman. Ouais.
Emmanuel Je Combe. ne voudrais pas faire peur aux autres acteurs, mais vous imaginez le jour où Ryanair rentre sur les grands aéroports, avec les chiffres qu'on a donnés tout à l'heure, 3-4 centimes, 5-6. On va les rappeler, le siège... 3-4 centimes pour Ryanair, 5-6 pour EasyJet, et 10 pour les grands. Une dizaine, voilà. Vous imaginez une concurrence à 2-3 sur une ligne, ça peut faire très 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 mal. Donc je crois que le plus dur, malheureusement, pour les compagnies historiques, c'est le jour où Ryanair rentrera sur ces grands marchés-là. Ce qu'elle ne fait pas pour l'instant, sauf dans des pays qui ont été fragilisés comme l'Italie, où elle a pris le pouvoir, notamment à Rome. Ouais, c'est pour ça qu'EasyJet, justement, passe à la vitesse supérieure au cas où, ils annoncent là, en 2018, 15 nouvelles destinations en France, 7 nouvelles sur Bordeaux, 4 sur Lyon, 4 sur Nice, et Baqueta, le patron d'EasyJet en France, dit il y a du potentiel. Jean-Louis Barouf. La France est une proie formidable. Elle a été Ce que Baqueta rappelle, il dit voilà, la pénétration du low cost en France, c'est de 30% environ sur le court moyen courrier, contre une moyenne européenne de 47%. Donc il y a 15 points de marge, presque 20 points. Voilà. La France a été tenue réglementée pour, on va dire, protéger la compagnie nationale. Je ne dis pas que c'est forcément bien ou pas bien, mais enfin, c'est un fait. Et donc, c'est une proie formidable. Il y a plein de clients, il y a plein de choses à faire encore en France. Regardez les transversales en France, elles sont très mal desservies. Les radiales, on en a des radiales qui ont disparu. Il n'y a plus de Paris-Strasbourg, il n'y a plus de Paris-Nantes. Vous mettez du low cost là-dessus, ça remarche. Le low cost est parfaitement capable de faire concurrence à la SNCF. Des tarifs élevés pour le TGV, en effet. Bien sûr. Emmanuel Combe. Oui, je serais moins radical que Jean-Louis sur Air France. Laissons la chance à la compagnie nationale. Vous imaginez le jour où Transavia peut faire du Paris-Nice. Pour l'instant, c'est bloqué par des accords pilotes. En haute saison, vous mettez du Transavia face à du EasyJet. Je suis pas sûr que Transavia ne puisse pas relever le challenge. Donc c'est vraiment un problème de verrou. Le jour où tout ça évolue, et je crois que les mentalités évoluent quand même très fortement à Air France, ça peut aussi bouger. Enfin, la messe n'est pas dite. Oui, la messe n'est pas dite. Notamment, pardon, Jean-Louis, notamment si on a peur de Ryanair, on peut avoir intérêt à prévenir le danger en s'associant. Très court, Jean-Louis Barrault. Ce qui est sûr, c'est que Jean-Marc Chanaillard est en train, je pense, de réussir à mettre la paix à l'intérieur de l'entreprise. Ce qui n'était pas gagné du tout. Non, bon, low cost, voilà, il n'y a pas le feu chez Ryanair. Au contraire, ils vont savoir s'en sortir. C'est pas forcément ce qui se passe là du côté des syndicats, la reconnaissance des syndicats. C'est pas un accroc sur le modèle low cost. Non. Je dirais que c'est comme sur une route. Il y a effectivement un caillou de temps en temps. Il y a un nid de poule. Bah voilà, ça fait un nid de poule. Muriel. C'est des vrais marathoniens, ils sont habitués à courir avec un sac léger, donc ils vont continuer à alléger leur sac le plus possible, même si on leur met quelques cailloux. Un mot chacun, Jean-Louis Barrault, Emmanuel Combe. Bienvenue à Ryanair dans les grandes plateformes. Ouais, voilà. Même chose, plus le connecting sur le long courrier. Allez, Mr. Fly, Nicolas Bruno. Je pense que le voyage continue à se démocratiser encore plus avec le long courrier. Je pense que Ryanair, il viendra peut-être un jour ou l'autre à l'image de Norwegian, et ça, c'est le consommateur. Et le modèle low cost est irréversible. Et le modèle low cost, je pense qu'il est vraiment irréversible. Il est installé. Voilà, et justement, bien, il donne le un petit peu. Ouais, dernier mot, et on se dit au revoir. On aura peut-être des alliances de compagnies low cost, comme on a eu des alliances de grandes compagnies. Bon, on n'a pas trop parlé du low cost sur le long courrier, mais bon, ça sera une autre fois. Merci à tous. Gilles Gompers, directeur général d'Avico, qui est le principal affréteur aérien. Donc, Muriel Cagnin-Ficieux à la tête de Stella Partners, experte en compétitivité. Jean-Louis Barrault qui nous dit transport aérien, c'est vérité que l'on vous cache. Dans 3 jours, c'est Noël, profitez-en. Emmanuel Combe, économiste spécialiste du low cost aérien. Et puis Mr. Fly, comparateur de vol, c'est Nicolas Brumelot qui en est son président. Les décodeurs de l'écho reviennent très très vite. Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.